pensé à un premier grand problème qui est l'irrésolution, l'indécision, l'incapacité à se déterminer. On va voir qu'il y a plein d'ambivalences, il y a plein de paradoxes dans ce fait-là. Je vous ai sélectionné deux extraits d'un roman de Philippe Villain. Alors Philippe Villain, c'est un romancier, c'est un essayiste, il est aussi éditeur. Il a reçu le prix Méditerranée, notamment, et il a écrit un livre qui a été adapté au cinéma, qui est Pas son genre. Et il va être question d'indécision dans le domaine amoureux. Alors, je vous propose de lire cet extrait donc, de Pas son genre, que j'ai sélectionné pour vous. Donc, c'est un roman de 2011. C'est un extrait de la page 13-14, des pages 13-14. Je vous le lis. « Car l'indécis ne veut renoncer à rien, et moins encore à ses rêves. Écrivant cela, je sens combien mon indécision naît d'une résolution plus grande, de mon idéalisme, d'une vision perfectionniste de l'amour qui m'impose de rechercher dans la réalité une femme répondant à mon idéal. Je me fais une représentation si précise de la femme supposée me convenir, une idée si claire de ce qu'elle devrait être, et je suis si résolu à l'obtenir que je finis toujours par trouver assez d'imperfection aux femmes avec lesquelles je sors, je veux dire, pour m'engager avec elles. D'une certaine manière, mon indécision est la vengeance de la réalité sur mes rêves, la croyance naïve que mon idéal féminin existe sur cette terre et qu'il n'y a pas moins de chances pour que je le rencontre, cet idéal, que pour que je ne le rencontre pas. La perversité de cette croyance, ou disons son côté ludique, est que, me faisant comparer les femmes à cet idéal, elle finit par me les indifférencier toutes, et ainsi me conforter dans l'indécision. Ne pas choisir, c'est choisir de rêver. Mon indécision n'est pas tant l'irrésolution du lâche que la résolution du rêveur. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette indécision amoureuse et les raisons qu'il donne de son indécision? C'est en l'occurrence, pas le romancier, mais le personnage, le narrateur du roman. Quelle est la raison pour laquelle il n'arrive pas à choisir, alors qu'il a visiblement le choix, ce qui est déjà pas mal, d'avoir le choix dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Encore faut-il avoir le choix. Mais en admettant donc qu'on puisse avoir le choix dans le domaine sentimental ou amoureux, quelles sont les raisons que lui invoque qui rendent difficile le fait de choisir, de se déterminer? Ne pas être déçu. Ne pas être déçu, donc la peur d'être déçu. Oui. Il y aura toujours un décalage entre le rêve et la réalité, entre l'absolu et la réalité qui est toujours relative. Toutes les personnes du monde, femmes ou hommes, ont des qualités et des défauts, ont des limitations, ne sont peut-être pas l'absolu qu'ils recherchent. Et pourtant, il se dit qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il ne puisse pas rencontrer son idéal. C'est peut-être là qu'est l'erreur peut-être de sa démarche, amoureuse ou sentimentale. Tout à fait. Il y a un grand paradoxe, c'est que lui défend l'idée que son indécision n'est pas une irrésolution. Son indécision amoureuse, sentimentale, le fait qu'on ait du mal à se déterminer pour une personne ou pour une autre, qu'on voit toujours assez de défauts dans les personnes qu'on croise pour se refuser, de choisir cette personne au détriment de toutes les autres, la raison qu'il invoque, c'est que son indécision n'est pas une irrésolution. Son indécision cache une résolution qui est la résolution de quelqu'un qui est en quête d'un idéal et qui ne veut pas y renoncer. Alors, évidemment, comme c'est un fantasme, comme c'est un idéal, comme c'est une construction imaginaire ou une figure imaginaire, il le dit bien, il y a une vengeance du rêve sur la réalité. C'est qu'il finit toujours par ne jamais pouvoir rester, se déterminer avec une personne assez pour pouvoir rester avec elle. Donc il y a quand même une vengeance. Tout à fait. Et là, c'est l'indécision, je dirais, dans son mode à la fois ludique, léger, mais en même temps cruel. Parce qu'en fait, ça condamne à une forme de solitude qui est vécue comme subie, alors que peut-être elle est d'une certaine façon, de façon inavouée, peut-être choisie. Et de dire à la fin, mais j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Je n'ai pas pu choisir, me déterminer, parce que finalement, j'ai pas rencontré la personne de mes rêves ou la personne qui pourrait me correspondre. Et donc de se représenter un peu comme une victime des circonstances et comme quelqu'un qui n'a pas voulu abandonner ses rêves,
Mais effectivement, c'est ambivalent parce qu'à la fois, il y a un désir, une affirmation d'un désir personnel, puis en même temps, il y a, comme il le dit, une forme de cruauté, c'est qu'il finit effectivement dans une forme de solitude. Hein. Étiquette, quoi. Oui, et en tout cas, il dit, là où il vous rejoint sans doute, c'est alors je ne sais pas si lui le vit comme le fait comment dirais-je, de gommer la singularité des personnes qu'il rencontre, mais il finit presque par dire que c'est le cas, puisque finalement son idéal, vis-à-vis de son idéal, qui est comme un patron en couture, si vous voulez, fait que toutes les personnes qu'il rencontre sont presque indifférenciées vis-à-vis de ça. Tout à fait, oui, oui. Mais choisir, c'est renoncer. Donc il faut aussi accepter de renoncer. Attention, c'est pas une indécision donjuanesque. Hein. Ce n'est pas dans la figure de Don Juan, du séducteur. Je vous rappelle que quand on pense à la pièce de Molière Don Juan, vous savez quand Sganarelle reproche à Don Juan d'aimer, de se marier de tous côtés, Don Juan, il a un discours, lui, de conquête. Hein. Don Juan, il a un discours particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage qu'on appelle souvent éloge de l'inconstance, où Don Juan, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'atermoiement, dans l'hésitation, dans l'indécision. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la multiplication des conquêtes et qui trouve son plaisir dans la conquête féminine. Et une fois, d'ailleurs il compare finalement la conquête féminine à une conquête militaire, une fois qu'il est dans la place, si j'ose dire, la conquête a perdu son intérêt puisqu'elle est faite d'une certaine façon et il n'y a plus d'intérêt, comment dirais-je, il n'y a plus de désir. Avec toute une légitimation aussi de l'infidélité qui ne se retrouve pas hein, dans le texte parce que pour bien marquer la différence, d'un côté on a une indécision qui est une quête d'idéal et de l'autre côté on a un choix qui est de séduire à répétition pour toujours, comment dirais-je, affirmer sa puissance conquérante. Je rappelle que l'argumentaire de Don Juan, qui est particulièrement sophistique, consiste à dire que finalement, la beauté d'une personne, en l'occurrence les femmes pour lui, mais ça pourrait être des hommes pour une autre personne, hein, la beauté d'une personne est une qualité qui rend digne d'être aimée, puisque être pourvu de beauté, c'est être aimable. Donc, la beauté étant une qualité qui rend digne d'être aimée, ce qu'on appelle être aimable, rendre justice à la beauté, c'est l'aimer. Ne pas l'aimer, c'est injuste. C'est-à-dire, c'est ne pas reconnaître la qualité ou le mérite de la personne qui la rend digne d'être aimée. Hein, mérite qui la rend digne d'être aimée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, ce que nous on appelle la fidélité, qui est justement un choix de renoncement, choisir quelqu'un pour renoncer à tous les autres ou toutes les autres, pour Don Juan est une injustice. Puisque ça conduit, d'une certaine façon, à mépriser les mérites de toutes les autres personnes que je vais croiser, qui pourtant sont dignes d'être aimées. Hein, vous voyez, donc on est dans cette dialectique, un peu avec Don Juan, vous savez, c'est la fameuse phrase « Et l'avantage d'être rencontré la première ne doit pas retirer aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Hein » Voilà, vous voyez l'argumentaire. Hein. Alors j'ai sélectionné un autre passage, toujours de Pas songeant de Philippe Villain, parce que ça permet de corser un peu les choses. Regardez ce qu'il dit quelques pages plus loin, page 19. « Il se peut que je ne choisisse pas pour me laisser choisir, que je ne décide rien pour qu'une femme me décide, pour être décidée par une femme, n'importe laquelle, me laisser embarquer dans son existence, dans son histoire, et fuir la mienne d'existence, d'histoire, oui. Il se peut que je ne décide rien pour qu'il m'arrive quelque chose, une histoire qui se jouerait sans ma participation, une existence qui se déroulerait sans moi. » Est-ce que le plus grand rêve de l'amour, ça n'est pas d'être choisi, finalement, par quelqu'un? Je vous pose la question, hein. C'est ce qu'on appelle être l'élu du cœur de quelqu'un, être élu par quelqu'un. Parce que finalement, choisir une personne et choisir de l'aimer, ou de poursuivre le sentiment qu'on a pour cette personne, dans le récit qu'il en fait, d'une certaine façon, c'est peut-être moins beau que d'être choisi par quelqu'un. Peut-être qu'il attend qu'une chose, c'est que finalement il soit décidé. Lui, il n'arrive pas à se décider, mais il aimerait bien qu'on décide pour lui, peut-être, d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez cette attitude un peu étrange? Ça résout un problème d'indécision. Vous voyez, effectivement, c'est, je ne sais plus quel homme politique qui disait il n'y a pas de situation si grave qu'une absence de choix ne puisse la résoudre. C'est-à-dire que finalement, les circonstances vont agir. Hein, de toute façon, finalement, tout va aboutir à un résultat. Si vous n'avez pas choisi, on ne pourra pas vous le reprocher. Finalement, ce sera le fruit des circonstances, etc. Alors, le premier problème là qu'on voit, c'est le problème de l'indécision.
Bon, j'ai choisi un texte justement qui joue sur cette ambivalence et qui dit que l'indécision n'est pas forcément l'irrésolution. Que peut-être parfois on a une incapacité à choisir parce qu'on est résolu à une chose, en l'occurrence un idéal, qui nous prive des moyens de nous décider dans la réalité. Ça nous fait nous poser, je dirais, le problème de façon plus philosophique, et je vous ai pris un extrait des Méditations métaphysiques de Descartes, qui est un texte très célèbre. Le texte latin date de 1644, la traduction française, qui n'est pas une traduction par Descartes, mais qui était, comment dirais-je, validée, si j'ose dire, par Descartes, connue de Descartes, c'est une traduction donc, de 1647. Et dans les Méditations métaphysiques, dans la méditation 4e, il nous parle d'une certaine forme de liberté qu'il appelle la liberté, enfin, qu'on peut appeler et qu'il appelle la liberté d'indifférence. Regardez ce qu'il nous dit sur cette situation d'indifférence. Alors je vous lis le texte et puis après je vous le commente. Cette indifférence que je sens lorsque je ne suis point porté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison est le plus bas degré de la liberté et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire. Et ainsi je serais entièrement libre sans jamais être indifférent. Qu'est-ce qu'il nous dit Descartes? Descartes nous dit la chose suivante. Je prends un exemple très simple. Prenez une situation où, comment dirais-je, je vais être totalement indifférent ou indifférente. C'est très dur, hein, d'être d'ailleurs même, on ne sait pas si c'est possible d'être totalement indifférent vis-à-vis de deux options. Je passe le problème philosophique. Il y a un célèbre philosophe qui s'appelait Leibniz et qui critiquait justement Descartes sur cette naïveté de penser qu'on pouvait un jour être en état de parfaite indifférence. Mais ce que nous dit Descartes, c'est que dans la vie, quand on veut choisir, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on est toujours guidé par l'apparence du vrai et du bien. L'apparence du vrai et du bien. C'est-à-dire que quand on veut prendre une option, alors je ne dis pas qu'on ne ment jamais, hein, attention, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'au moins pour nous-mêmes, on choisit d'après l'apparence de la vérité. On se détermine d'après ce qui nous apparaît vrai. C'est d'après ça qu'on choisit. Et d'après ce qui nous paraît bon. Au moins bon pour nous. Hein. On peut effectivement choisir ce qui est bon pour les autres, parce que nous-mêmes on est bienveillants, etc. Mais on peut choisir ce qui est bon uniquement pour nous de façon égoïste. Donc, face à un choix, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le discernement. Notre volonté est une puissance de choisir, mais notre raison, Descartes il a un mot un petit peu ancien, il disait notre entendement, hein, est un facteur de discernement. Donc j'ai la volonté, la puissance de choisir, et j'ai une faculté de discernement, qui est ma raison, mon entendement, ma conscience, vous lui donnez le nom que vous voulez, et ce discernement, si vous voulez, me fait paraître les choses sous l'apparence du vrai et du bien. Et je me détermine en fonction. La situation d'indifférence, si jamais elle est possible, c'est une situation où vous êtes face à deux options qui vous paraissent également vraies ou bonnes. Également bonnes pour vous. Alors je ne sais pas, vous êtes à la fin d'un dîner, vous êtes repu entre la poire et le fromage, ou on vous met deux desserts que vous appréciez également, vous êtes mortifié parce qu'il y a une tarte aux framboises, et puis je ne sais pas, il y a un brownie. Alors là, vous devez choisir, puis vous dites, mais choisir, c'est totalement indifférent, c'est totalement arbitraire. Vous savez qu'il y a un égal attrait pour les deux choses, une égale promesse de bien pour vous. Vous n'avez aucune raison qui vous pousse dans un choix plutôt que dans un autre. Ça, c'est l'état d'indifférence. Descartes nous dit, c'est tout à fait paradoxal, c'est le plus bas degré de la liberté. Pourquoi est-ce que c'est le plus bas degré de la liberté? Vous pouvez choisir. Mais vous êtes dans un état d'indifférence parce que, d'après votre discernement, il n'y a pas plus de raison d'aller d'un côté que d'un autre, il n'y a pas plus de bien apparent d'un côté que d'un autre, il n'y a pas plus de vérité d'un côté que d'un autre. Il faut bien, à un moment, choisir une chose, l'affirmer une chose plutôt qu'une autre, prendre un chemin plutôt qu'un autre. Vous avez cette faculté de choisir, c'est une liberté, vous pouvez exercer votre volonté, mais votre discernement ne vous pousse pas, si vous voulez, dans un sens plutôt que dans un autre. Pourquoi c'est le plus bas degré de la liberté, Ah si, vous avez le choix, bien sûr. Vous avez le choix, vous allez à un moment choisir la tarte aux framboises
ou le brownie, ou... Moi, je prenais l'exemple quand je faisais cours en terminale pour des personnes qui ont le choix d'aller dans 2 pays pour faire leurs études, qui ont un égal attrait pour leur pays, qui ne savent pas ce qu'elles vont vivre là-bas, qui fonctionnent par hypothèse, par imaginaire collectif. Vous avez le choix d'aller au Brésil ou aux États-Unis, vous avez le choix Vous avez le choix, comment dirais-je, d'aller dans telle ou telle ville, de choisir comment dirais-je, telle ou telle opportunité professionnelle plutôt qu'une autre. Les deux apparaissent également bonnes. À un moment, il faut faire un choix. Ou également mauvaises, je ne sais pas, mais à un moment, il faut faire un choix. Pourquoi ce serait le plus bas degré de la liberté? Sachant que vous pouvez choisir. Oui, alors j'ai dit prendre un chemin, puis après je donne la parole à madame. Pourquoi? Parce que je pense à un autre livre de Descartes très célèbre, qui est le Discours de la méthode. Et à un moment, Descartes dit, dans le Discours de la méthode, il prend un exemple célèbre, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu dans une forêt? On peut être perdu dans la vie, ne pas savoir quoi choisir. Et qu'on ne connaît pas le chemin pour en sortir. Et Descartes, à ce moment-là, il dit, il y a... c'est une métaphore, si vous voulez. Vous êtes perdu dans une situation, vous êtes perdu dans la vie, vous êtes perdu dans... Et vous, qui peut-être vous semble inextricable et vous ne savez pas comment vous pouvez vous en démêler, vous êtes désorienté, par exemple, vous ne connaissez pas le chemin de sortie. Et Descartes dit dans cette métaphore qui est la métaphore de la forêt, il faut prendre une direction et la suivre. Parce que si vous commencez à bifurquer, vous pouvez revenir sur vos pas. Donc, et peut-être que la sortie est plus rapide du côté gauche que du côté droit. Mais si vous commencez à aller à gauche, puis à droite, etc., inversement, vous n'en sortirez jamais. Donc, il y a un moment où vous allez sortir de la forêt si vous continuez en ligne droite. Donc, il faut, c'est, comment dirais-je, la capacité à conserver son intention. Oui, vous pouvez être influençable, ça pourrait être une réponse. En tout cas, la réponse de Descartes, l'explication qu'il donne, c'est que qu'est-ce qui est le plus libre? Une personne dont le choix est éclairé ou une personne dont le choix n'est pas éclairé? On est toujours tenté de dire une personne dont le choix est éclairé. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de choisir, mais moins le choix est éclairé, moins il est libre. D'abord parce que l'acte de décision est moins évident, moins délié, moins facile. Et aussi parce qu'il serait tout à fait paradoxal de dire qu'une personne est moins libre alors qu'elle sait plus ce qu'il faut faire. Donc l'idée de Descartes, c'est que c'est un paradoxe, c'est peut-être le moment où on sent le plus notre liberté, quand on est face à 2 choix qui nous sont indifférents. Parce que, apparemment, rien ne nous pousse vers A plutôt que vers B. Donc, on sent en nous cette liberté arbitraire de se déterminer pour un chemin ou pour un autre. Et donc, d'une certaine façon, c'est le degré le plus bas de la liberté, si vous voulez, mais en même temps, c'est le moment où on sent le plus notre liberté, puisqu'on n'est pas poussé dans un sens ou dans un autre. Et donc, on sent notre capacité, nous, spontanée, de nous porter vers A ou vers B, dans un sens ou dans un autre. Donc on sent cette capacité que nous avons à un moment de décider arbitrairement, qui est le propre de notre liberté. Mais en même temps que nous le sentons, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi le plus bas degré de la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Descartes, nous avons une puissance de choisir qu'est la volonté. La volonté, c'est cette puissance de choisir. Mais la liberté, si vous voulez, elle connaît des degrés qui vont croissant selon que notre volonté est éclairée dans son choix. Et ça, c'est le rôle de la raison, de l'entendement, si vous voulez, de nous guider selon l'apparence du vrai et du bien, de nous permettre de choisir. Apparence du vrai et du bien. Ça marche ? Alors je termine juste, je fais juste avant la pause, petite pause qui nous permettra de passer à la deuxième partie. Je donne une précision, ça, cette indifférence, je ne sais pas si elle est possible, cette indifférence. C'est presque un cas de figure, si vous voulez, idéal. Que se passerait-il si j'étais totalement indifférent? Oui, certes, je serais libre de choisir une chose plutôt qu'une autre, je ne serais pas poussé dans un sens plutôt que dans un autre, je ne serais pas éclairé dans mon choix, mais je pourrais faire comment dirais-je, preuve de cette puissance qui est en moi, qui est la puissance de choisir. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a quand même des degrés de liberté. Alors, beaucoup plus tard, non, n'exagérons pas. Un peu plus tard, Descartes écrit à un correspondant dans une lettre célèbre, qui est la lettre au père Mélan. Alors Mélan, si vous voulez lire cette lettre sur Internet, ça s'écrit comme ça. C'est le 9 février 1645. Si vous tapez « Lettre au père Mélan 1645 », vous allez trouver une lettre de Descartes où il y a une section de cette lettre tout à fait étonnante, où il fait une différence entre, du point de vue du choix, entre
Mélan, M-E-S-L-A-N-D. Mélan, le père Mélan. Le 9 février 1645. Où il dit la chose suivante. Il y a une indifférence qu'on vient de voir ensemble qui est l'indifférence négative. Quand, par défaut, je ne sais pas où est le plus mon bien et si une option est meilleure qu'une autre. C'est une indifférence négative, c'est-à-dire je suis indifférent parce que je n'ai pas de connaissances qui me permettent d'aller dans un sens plutôt que dans un autre. Mais nous dit Descartes au père Mélan, il y a une indifférence positive. C'est-à-dire que, en dépit de l'apparence du vrai et du bien, je peux choisir de faire mon malheur et, comment dirais-je, de m'enfermer dans l'erreur. J'ai une liberté absolue de choix. C'est paradoxal, parce que, vous allez me dire, on choisit toujours ce qui est bon pour nous, ou en tout cas l'apparence du vrai et du bien, au moins de ce qui est bon pour nous, de ce qui est le meilleur. Descartes dit, en substance si vous voulez, je peux refuser l'apparence du vrai et du bien, me rendre sourd aux raisons qui peuvent me convaincre qu'une chose est fausse, que je crois qui est fausse, et qu'une autre chose est vraie que je devrais croire. Je peux m'enfermer dans l'erreur et je peux aussi, entre guillemets, choisir de faire mon malheur, de refuser d'être heureux, d'être heureuse. J'ai ce pouvoir absolu de choisir et de refuser d'être guidé par l'entendement. Donc vous voyez que le paradoxe, la volonté, c'est une puissance de choisir qui est guidée par le discernement, mais en même temps, cette volonté, elle peut refuser l'apparence du vrai et du bien pour s'enfermer dans l'erreur et s'enfermer dans le malheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il dit, même si j'ai la possibilité d'y aller, vers le bonheur ou vers la vérité, je peux aussi, par orgueil, pour me prouver, ne serait-ce que pour me prouver que je suis libre, refuser, choisir le contraire de ce à quoi, comment dirais-je, de ce que les raisons me poussent d'accepter, si vous voulez. C'est ce paradoxe de la puissance absolue de choisir qui est aussi une indifférence positive. Positivement, par orgueil, je peux faire mon malheur et m'enfermer dans l'erreur. C'est aussi, si vous voulez, quelque chose qui fait partie pour Descartes de cette puissance absolue de choisir, qui est tout à fait paradoxale parce que, évidemment, on serait tenté de considérer que c'est un peu pathologique, mais c'est possible. Parce que, alors, évidemment, il y a un paradoxe. Comment trouver, qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir d'être malheureux ou de s'enfermer dans son malheur? Bien, Descartes dirait, parce qu'on y trouve encore un bien, qui est de se prouver sa liberté, peut-être par orgueil. On y trouve encore une satisfaction viciée, dirait-on, qui est, comment dirais-je, de se condamner soi-même, ou alors par orgueil de refuser une vérité qui blesse notre orgueil, de quelque chose qu'on a cru, etc., et qui devrait être abandonné. Par exemple, une fausse croyance qu'on devrait abandonner, et on ne veut pas le faire, et on continue à poursuivre cette fausse croyance, parce qu'on ne veut pas aller dans un chemin, même si la vérité nous pousse à aller dans ce chemin. Vous voyez, donc il y a ce paradoxe de la liberté absolue de choisir chez Descartes.